Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. On est sur le thème conclusif du chapitre sur s'informer justement, et donc ici on va s'intéresser à l'information à l'heure d'Internet. Alors depuis la naissance d'Internet, les outils numériques se sont multipliés et se sont perfectionnés. L'information est désormais accessible sur de multiples supports, ordinateurs, tablettes, smartphones, dont l'usage est en forte croissance. Si on regarde les graphiques ci-contre, on voit qu'on est ainsi passé de 1,5 milliard d'utilisateurs de smartphones en 2014 à 2,5 milliards en 2019. Accessible en tout temps et en tout lieu dans les sociétés industrialisées, la consommation de l'information change également. Le schéma traditionnel de l'information, très vertical, est aujourd'hui de plus en plus remis en cause avec la concurrence des médias traditionnels par de nouveaux acteurs de l'information, les individus, les communautés de citoyens, les États, etc. L'information ne circule plus de la même manière, donc son contenu change, transformant ainsi le rapport que les individus et les sociétés entretiennent entre elles. La question qu'on va donc se poser dans ce cours est la suivante: comment Internet bouleverse-t-il les façons de s'informer ? Tout d'abord, on va voir comment l'omniprésence des objets connectés dans notre quotidien entraîne-t-elle un nouveau rapport à l'information qui se fait plus fragmenté et horizontal. On est dans un monde de plus en plus connecté, c'est l'ère de l'information instantanée et continue. Effectivement, aujourd'hui, 51% de la population mondiale a accès à Internet. Si la fracture du développement entraîne aussi une fracture numérique, 0,99% seulement de la population d'Érythrée a accès au web, on peut bel et bien parler de démocratisation d'Internet. L'information se mondialise, attirant toujours plus les médias traditionnels, presse-papier, radio et télévision. Ces derniers proposent d'ailleurs aujourd'hui des contenus adaptés avec de nouveaux formats. Pour ce faire, ils se sont parfois associés à de nouveaux médias comme France TV Info, qui s'est associé avec Brut, pour proposer de courtes vidéos qui peuvent devenir virales sur les réseaux sociaux. Grâce à ces nouveaux supports, l'information est désormais continue et instantanée. Sur nos multiples écrans, nous recevons des notifications dès le réveil, revue de presse matinale des grands titres, notifications nous prévenant du démarrage d'un direct sur Facebook ou sur YouTube. Nous sommes entrés pleinement dans l'ère du direct et de l'instantané. Avoir et diffuser de l'information n'est plus suffisant. Plus que jamais, non seulement les médias veulent être les premiers à diffuser un scoop, mais on veut aussi être le premier à informer. Les algorithmes sont là pour nous y aider, et on assiste en particulier sur les réseaux sociaux à une course au buzz, à l'information virale par excellence. Ça entraîne des dérives importantes. Dans leur course à l'audience, certains médias ont publié des informations sensibles comme BFM TV qui avait fait un direct de l'assaut de la BRI contre Koulibaly lors de la prise d'otage de l'hypercacher en 2015. Ainsi, toute la presse a titré sur l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en octobre 2019 alors qu'il ne s'agissait pas de lui. Autre exemple donc. Dans ce contexte, plusieurs médias ont décidé de prendre du recul, de prendre le temps d'informer et de faire des enquêtes fouillées à contre-courant du mouvement général en relançant le journalisme d'investigation. C'est le cas plus particulièrement de journaux comme Mediapart, du New York Times ou encore d'émissions télévisées comme Cash Investigation. Alors, avec la multiplication des supports, est-ce qu'on est tous devenus journalistes ? En effet, chacun peut aujourd'hui construire du contenu et le partager grâce aux réseaux sociaux, qui sont donc l'ensemble des applications numériques qui permettent de relier les individus virtuellement en leur permettant de partager et d'échanger des informations avec d'autres membres de la communauté. Depuis longtemps déjà, les journalistes, les hommes politiques et de nombreux individus se sont saisis des possibilités offertes par Internet pour créer du contenu en construisant de l'information ou en commentant celle-ci. Cette participation au débat a d'abord pris la forme de blogs et de sites personnels au début des années 2000. Certains blogs ont même été intégrés à des médias traditionnels comme les blogs dessinés qu'on trouve sur le site du Monde. Ces supports permettent de donner son opinion en maîtrisant sa communication et sont une source d'information potentielle qui peut être à son tour reprise et commentée par les médias traditionnels. Aujourd'hui, cependant, ce sont les réseaux sociaux qui sont plébiscités. Temple de la communication politique et de l'expression libre, ils sont utilisés par plus de 3 Français sur 10 comme mode d'information, un chiffre allant toujours croissant. Les réseaux sociaux, comme Twitter, Instagram ou Snapchat aujourd'hui, ont été investis très rapidement pour les journalistes, mais aussi par les personnalités politiques comme en témoigne l'hyperactivité de Donald Trump. Ainsi, des posts Facebook ou des tweets sont repris et commentés comme n'importe quel discours et constituent une source importante d'information. De plus, et c'est la vraie nouveauté offerte par les réseaux sociaux, plus que jamais nous sommes tous devenus créateurs de contenu. La crise des gilets jaunes l'a prouvé,
La plupart des vidéos et des informations ne sont pas venues des médias traditionnels, mais bien d'amateurs, présents sur place et qui ont filmé et réalisé des live tweets de la situation. On a ainsi vu l'émergence d'une nouvelle forme de journalisme, moins professionnelle, mais dont les informations relayées sont vite devenues virales. On assiste d'ailleurs à un renouvellement des médias, avec l'apparition de médias participatifs, collaboratifs. Non seulement on peut interagir avec les journalistes en direct, c'est le cas quand il y a les grands directs sur lemonde.fr, mais on a aussi la création de médias très horizontaux. Ainsi, l'Averti, par exemple, qui est un journal 100% numérique local grenoblois, fonctionnant sur le modèle du financement participatif, qui demande à ses lecteurs quels sujets ils veulent voir abordés chaque semaine. Ainsi, on est passé d'une diffusion verticale, contrôlée par l'État et les médias traditionnels, à une diffusion horizontale de l'information, qui est faite par tous et pour tous, avec une information qui est aussi plus fragmentée, puisqu'on a une multitude de canaux de diffusion. Avant, on avait des journalistes experts et des récepteurs passifs. Aujourd'hui, on est plutôt tous journalistes, tous diffuseurs et récepteurs dans une certaine mesure. Désormais, tout à chacun peut aussi contribuer à la production et à la diffusion de l'information par le jeu des likes et des partages. Néanmoins, si la diffusion de l'information semble libre et accessible à tous, il convient de rappeler que le fonctionnement même des réseaux sociaux veut que nous ne voyions que des informations correspondantes à nos propres opinions, ce qui constitue une limite importante quand il s'agit d'informer. Alors, avec cette multiplication de l'information qui est plus horizontale et plus fragmentée, il y en a beaucoup qui pensent que du coup, on va voir Internet se transformer en vaste agora démocratique, mais finalement, est-ce que c'est le cas? Est-ce que Internet, c'est vraiment au service de la démocratie aujourd'hui? Oui, Internet est un espace d'exercice de la démocratie et favorise en particulier la démocratie participative. On peut ainsi, chaque jour, voir des milliers de pétitions être créées sur des plateformes comme change.org. L'État peut aussi lancer de grandes consultations en ligne, comme celle qui a été faite pour la privatisation d'aéroports de Paris, et des dizaines de plateformes de financement participatif ont été créées, privées ou publiques, pour financer de multiples projets publicités par des citoyens. Il y a aussi beaucoup de personnalités politiques qui sont présentes sur Internet. Ils ont leur compte Twitter où ils se mettent en scène, leur chaîne YouTube où ils peuvent commenter l'actualité au quotidien sans passer par le filtre des médias traditionnels. C'est le cas notamment de Jean-Luc Mélenchon ou de François Asselineau. La France Insoumise a même été plus loin en créant son propre média en ligne qui s'appelle Le Média, où les informations suivaient la ligne du parti. De même, les différents partis utilisent Internet pour organiser leur campagne et recruter de nouveaux militants. Enfin, la moindre décision politique est commentée, reprise et diffusée à très grande échelle grâce aux réseaux sociaux, faisant d'Internet une véritable agora contemporaine. Cependant, toutes nos discussions, nos signatures sur des pétitions et nos partages laissent des traces, et malgré les politiques de protection des données personnelles qui commencent à être mises en place, comme le RGPD en France, le Privacy Shield aux États-Unis, ces données sensibles peuvent être utilisées à des fins politiques, comme en témoignent les activités de la NSA ou le scandale Cambridge Analytica. Internet permet de faire vivre la démocratie puisque c'est l'espace d'expression des lanceurs d'alerte en particulier. Un lanceur d'alerte est un individu ou un groupe d'individus se servant d'Internet pour révéler des comportements illicites ou dangereux, pouvant constituer une menace pour l'homme, l'économie, la société ou l'environnement, autrement dit, pour le bien commun. Le premier lanceur d'alerte, c'est Daniel Ellsberg, l'homme qui a révélé les Pentagon Papers. Et avec le développement d'Internet, des scandales ont éclaté régulièrement grâce à ces lanceurs d'alerte qui prennent tous les risques pour informer la société. Le plus connu est sûrement Julian Assange, un informaticien qui crée Wikileaks en 2006. En juillet 2010, des centaines de milliers de documents confidentiels, top secrets, sont rendus publics en même temps et sont repris simultanément par des journaux du monde entier. L'affaire fait scandale. La diplomatie internationale vacille et Julian Assange est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se réfugie alors à l'ambassade de Colombie à Londres en 2012, mais son droit d'asile est réfuté en 2019 et il est arrêté par les Britanniques le jour même. On peut parler aussi d'Edward Snowden qui dénonce en 2013 le programme de surveillance de masse de la NSA aux États-Unis, de Bradley Manning qui évoque les tortures en Irak et en Afghanistan, en tout cas qui les a dévoilées au monde, ou encore de Lee Win-Lang qui en 2019 a essayé d'alerter sur la dangerosité du Covid-19 et qui a disparu mystérieusement suite à cela. Aussi, dénoncer les dérives d'un État, d'une entreprise ou d'individu, tout comportement en contradiction avec les valeurs affichées par les autorités est une entreprise risquée. Pour alerter les populations, ils doivent enfreindre les lois, compromettre leur liberté et leur sécurité et sont poursuivis pour espionnage et trahison. S'ils sont défendus par des ONG comme Amnesty International, dans les faits leur vie reste bouleversée à jamais pour leur prise de position. On l'a dit, Julian Assange a dû vivre confiné dans l'ambassade de Colombie plusieurs années,
Edward Snowden a dû se réfugier en Russie et Chelsea Manning a été poursuivie par la justice américaine. Autre exemple du rôle d'Internet dans la prise de conscience collective, la libération de la parole sur la violence sexuelle subie par les femmes. Le 15 octobre 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano annonce sur Twitter avoir été abusée elle aussi par Harvey Weinstein, le producteur d'Hollywood condamné depuis, et encourage les victimes d'abus sexuels à partager leur histoire avec le hashtag MeToo. Ce hashtag devient viral, 12 millions de messages sur Facebook reprennent ce hashtag, en France ce sont 160 000 messages qui reprennent la balise. Le débat sur les abus sexuels fait alors éruption dans le débat public et des milliers de plaintes sont déposées. L'acteur star de House of Cards, Kevin Spacey, est écarté de la série et voit sa carrière s'effondrer, et le dernier film de Polanski est largement boycotté. Ainsi, les réseaux sociaux peuvent aussi être au service de la libération de la parole et du débat démocratique, comme Greta Thunberg qui mobilise largement autour de la question climatique sur Twitter. Internet peut être un formidable outil démocratique, mais cette liberté n'est pas du tout au goût de tous. La Chine, l'Iran ou la Corée du Nord pratiquent une censure intensive sur Internet. Quiconque souhaite postuler à un visa pour les États-Unis doit désormais fournir ses identifiants sur les réseaux sociaux pour que les services d'immigration valident ou pas les candidatures. La France a passé une loi interdisant les fake news en 2018, mais celle-ci ne s'applique pas aux informations publiées par le gouvernement et a été dénoncée comme une loi permettant d'accroître le contrôle de l'État sur les publications en ligne. De même, les entreprises cherchent aussi à contrôler les contenus en ligne. Les lobbies ont réussi à brider les actions des lanceurs d'alerte en Europe en rendant illégal le fait de publier des informations sensibles sur une entreprise par la loi sur le secret des affaires, de 2018 pour la France. Facebook et Twitter censurent ce que bon leur semble. Des œuvres d'art sont ainsi interdites de publication tandis que les discours haineux peuvent se répandre assez librement et ces pratiques posent question. Alors que l'information est censée être plus libre et accessible que jamais, la liberté de la presse recule de partout depuis 2012, alors même que la liberté d'expression sur Internet est garantie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les manières de s'informer ont changé, Internet c'est un espace qui est plus ou moins démocratique selon les usages qu'on en fait, et aujourd'hui il y a un autre problème, c'est la question des fake news et du complotisme, et est-ce qu'on peut encore faire confiance à Internet, et comment faire pour faire confiance à Internet. On l'a tous vu ces dernières années, les fake news et les théories complotistes se multiplient sur Internet. C'est pas une nouveauté. Déjà en 1969, certains doutaient que l'homme ait marché sur la Lune, et aujourd'hui de nombreuses personnes sont persuadées que la Terre est plate, que les Chinois ont inventé de toutes pièces le Covid-19, et que le 11 septembre 2001 est un coup monté par la CIA pour justifier les interventions américaines, voire même qu'un groupuscule judéo-maçonnique dominerait le monde. C'est des choses assez classiques, il ne manque plus que les Illuminati reptiliens, et on est à la totale. Autant d'informations qui paraissent fantaisistes, mais qui sont reprises, commentées et argumentées largement sur Internet, et qui recrutent tous les jours de nouveaux adeptes. Le complotisme connaît un large succès en donnant l'impression à ses adeptes de faire partie d'un petit groupe d'initiés qui ont tout compris et qui peuvent connaître une véritable revanche culturelle face au monde savant, au système qu'ils dénoncent pour essayer de les renverser. Ces théories farfelues gagnent en crédibilité avec leur diffusion massive sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas pour ce diagramme sur le coronavirus absolument magnifique que j'ai pu trouver sur Twitter, mais aussi à cause d'hommes politiques qui n'hésitent pas à reprendre le vocabulaire des complotistes. On pense bien sûr ici au célèbre « Ils sont partout » dans le débat de l'entre-deux tours de Marine Le Pen, mais elle n'est pas la seule à ce jeu-là, puisqu'il dénonce un système qui est aux mains et aux ordres des puissants qu'il faut renverser à tout prix. On a aussi des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon qui utilisent régulièrement ce vocabulaire, quitte à ne plus faire de nuance entre idéologie politique réelle et les délires complotistes de certains de leurs militants. Certains vont encore plus loin, comme Donald Trump, qui n'hésite pas à monter de toutes pièces des fake news. Il y aurait eu plus de militants à son discours d'investiture que sous Obama, par exemple, sauf qu'il suffit de regarder 2 photos comme ici et on voit qu'il dit n'importe quoi, mais c'est pas grave, tout en accusant les médias traditionnels de mentir, tout ça dans un but totalement politicien. On parle ainsi de l'ère de la post-vérité, où toute vérité peut être mensonge et dans laquelle la parole scientifique perd en crédibilité au profit de l'émotion. Je vous laisse regarder les infos sur le coronavirus pour comprendre un petit peu quel est ce concept. Alors, comment combattre ces fake news, ces post-vérités et toutes ces théories un petit peu complotistes? Et pour ça, en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont un tel succès. C'est lié en fait notamment à la surcharge d'informations. Les sources ne sont plus vérifiées, les informations ne sont plus croisées avant d'être publiées, toutes les informations sont mises sur le même plan avec Internet, les informations du monde ne valent pas mieux que celles de causeurs, et l'avis de Jean-Claude Duss a la même valeur que celui d'un ministre sur Twitter. La recherche de la petite phrase, de l'ironie et la course au buzz achèvent de tuer l'information. Dans ce contexte, les rumeurs et les fake news ont le vent en poupe et constituent chaque jour un peu plus une menace pour la démocratie et la liberté d'expression. Il est pourtant possible d'y faire face. Pour
Pour cela, il suffit de prendre du recul et prendre le temps d'analyser une information. Ça tombe bien, on passe notre temps à faire ça avec vous au lycée. Quelle est la source? L'information est-elle crédible? Qui l'a partagée? Pour répondre de manière pertinente à ces questions, il faut avoir une bonne connaissance de la construction de l'information et du positionnement des différents journaux et sites web. On peut aussi citer du travail important de fact-checking réalisé par les journalistes professionnels, les décodeurs du monde par exemple, Désintox TV de Libération, etc. Il est donc nécessaire d'éduquer la population aux médias pour apprendre à décrypter l'information et devenir des citoyens éclairés. Enfin, les réseaux sociaux doivent trouver l'équilibre entre liberté d'expression et contrôle des publications pour limiter la propagation d'informations complotistes et fausses. Internet a donc bouleversé notre manière de nous informer. Si les médias traditionnels existent toujours et ont su conserver leur public par la création de contenus augmentés sur Internet, l'émergence des réseaux sociaux est venue transformer durablement notre rapport à l'information. Désormais tous créateurs de contenu, c'est notre responsabilité de citoyens, la nôtre, la vôtre, de vérifier les informations que nous diffusons et de nous questionner sur le contenu auquel nous avons accès en ligne pour ne pas contribuer à la propagation de fake news. Plus que jamais, et quel que soit le support, il est nécessaire d'adopter un regard critique sur les sources et les modes d'information. Merci d'avoir suivi ce cours, et à très bientôt en classe.